Si vous trouvez comme moi que la vie politique française marche sur la tête, rassurez-vous, ce n'est pas nouveau. Depuis la Révolution, on en a vu des vertes et des pas mûres. La terreur, la montée et la chute de Napoléon, les révolutions de 1830 et 1848, la Commune de Paris, deux guerres mondiales, des crises à répétition sous la Troisième et la Quatrième République, et j'en passe, sans oublier mai 68. Alors oui, la situation actuelle est sérieuse. Mais ça fait 235 ans que c'est la même chanson. Alors continuons d'espérer. La politique, c'est comme la vie, il y a des bons et des mauvais jours. Et si vous en doutez, vous pourriez bien être surpris parce que je vais vous raconter. Alors, direction 1789, là où tout a commencé, et croyez-moi, ça va secouer. Le roi Louis XVI est déchu, les privilèges féodaux s'effondrent, les droits de l'homme et du citoyen sont proclamés, et une nouvelle ère de justice et d'égalité commence à se dessiner. Le 21 septembre 1792, la Première République est proclamée. Dès le départ, c'est la pagaille. Crise économique, sociale, politique, sans parler des menaces extérieures. Pendant ce temps, la Convention nationale essaie tant bien que mal de maintenir le cap. La République, jeune et fragile, se retrouve sous la coupe de la terreur révolutionnaire. Aux commandes, des figures emblématiques comme Georges-Jacques Danton, Jean-Paul Marat et bien sûr Maximilien Robespierre. Même si Danton et Robespierre n'ont jamais porté le titre officiel de chef d'État, ce sont bel et bien eux qui tirent les ficelles, dirigeant le redoutable comité de salut public. Leur mission, éliminer tous ceux qui menacent la révolution pour tenter de stabiliser cette république vacillante. Mais cette mission lance le début d'une période sombre où la guillotine devient le symbole d'une justice implacable. En 1794, Robespierre tombe et avec lui, la terreur prend fin. Ce coup de théâtre marque le début d'une nouvelle ère pour la République qui a bien besoin de se réorganiser. Pour amener un peu d'ordre dans ce chaos, la Constitution de l'an 3 est adoptée. On met alors en place un nouvel exécutif appelé le Directoire. 5 directeurs élus par le Conseil des Anciens et le Conseil des 500 prennent le pouvoir et dirigent le pays. Parmi eux, un nom se détache, Paul Barras. Il devient l'un des hommes les plus influents de cette période, même s'il n'a jamais porté le titre de président. Les 5 directeurs, Barras en tête, se battent pour instaurer un ordre politique stable et éviter que le pouvoir ne devienne un champ de bataille entre factions rivales. Mais soyons clairs, la transition de la monarchie à la République n'est pas de tout repos. Le calme est de courte durée. Et le 9 novembre 1799, ou plutôt le 18 brumaire de l'an 8 selon le calendrier révolutionnaire, un certain Napoléon Bonaparte décide de prendre les choses en main. Il orchestre un coup d'État qui met fin à la Première République. Un coup de force motivé par les profondes divisions politiques et l'instabilité chronique qui gangrène la jeune République. Mais aussi, soyons honnêtes, par les ambitions personnelles de Napoléon qui voit là une occasion en or de s'emparer du pouvoir. Napoléon ne manque pas d'arguments pour justifier son coup d'État. Officiellement, il s'agit de rétablir l'ordre et d'apporter enfin une stabilité durable après des années de tourmente révolutionnaire. Mais derrière cette façade, une autre réalité se dessine. Napoléon veut le pouvoir, tout le pouvoir et sans partage. Il n'attend pas pour agir. Le directoire est balayé et à sa place, il instaure le consulat. Fini le gouvernement collégial des 5 collecteurs. Désormais, le pouvoir exécutif est concentré entre 3 consuls, avec Napoléon, bien sûr, en position de force. Napoléon Bonaparte, le grand architecte du coup d'État, prend les commandes avec l'appui initial d'Emmanuel Joseph Sieyès et Roger Ducos. Naturellement, dès le début, il est nommé premier consul, lui permettant de concentrer l'essentiel du pouvoir exécutif entre ses mains. À ses côtés, Jean-Jacques Régis de Cambacérès et Charles-François Lebrun deviennent deuxième et troisième consuls. Malgré leur rôle clé dans la préparation du coup d'État, Sieyès et Ducos sont rapidement écartés. Sieyès, qui visait un poste plus influent, doit se contenter de la présidence du Sénat, tandis que Ducos est relégué au simple rang de sénateur. En écartant ses premiers soutiens, Bonaparte ne laisse aucun doute, il veut le contrôle total du nouveau régime.
Cette décision montre déjà son caractère autoritaire et exclusif, des traits qui ne feront que s'accentuer au fil du temps. Et c'est exactement ce qui se passe lorsqu'il se fait élire empereur des Français le 2 décembre 1804 à la suite d'un plébiscite populaire qui lui donne une légitimité toute relative. Avec l'instauration du Premier Empire, il centralise encore plus le pouvoir entre ses mains. Mais Bonaparte ne se contente pas de régner, il veut conquérir. Par une série de campagnes militaires victorieuses, il étend son empire à travers toute l'Europe continentale. Ces victoires militaires vont de pair avec des réformes ambitieuses dans tous les domaines. Avec lui, la France atteint alors son apogée militaire et politique, se hissant au sommet de sa puissance. Mais ce règne hégémonique ne fait pas l'unanimité à l'intérieur comme à l'extérieur. Les oppositions se multiplient. Les guerres incessantes que mène Napoléon pour étendre son empire finissent par semer la méfiance et attiser la résistance des autres puissances européennes. Et c'est à Waterloo, en 1815, que tout bascule. La défaite est sans appel. Acculé, Napoléon doit abdiquer et est contraint à l'exil sur l'île de Sainte-Hélène. Avec lui, le Premier Empire s'effondre, emportant sa vision autoritaire et militaire du pouvoir. Les conséquences pour la France sont lourdes. Les puissances alliées victorieuses, le Royaume-Uni, la Prusse, l'Autriche et la Russie, toutes des monarchies ou des empires, imposent leur volonté. Elles placent la France sous tutelle et restaurent la monarchie pour ramener l'ordre en Europe. Mais les puissances victorieuses ne s'arrêtent pas là. Elles orchestrent aussi le retour des Bourbons, mais cette fois sous une forme différente, une monarchie constitutionnelle que l'on appelle la Restauration. Mais quelle ironie du sort! Louis XVI, souvenez-vous, avait pourtant été guillotiné un quart de siècle plus tôt, précisément pour mettre fin à la monarchie et empêcher qu'un roi ne revienne au pouvoir. Et pourtant, voilà que la monarchie est de retour. Comme si l'histoire était une boucle sans fin. Tout ça pour ça. On peut vraiment se demander si cette révolution a servi à quelque chose. Pourtant, une petite avancée se profile avec la charte de 1814. Elle instaure un suffrage censitaire réservé aux hommes de plus de 30 ans, riches et payant au moins 300 francs d'impôts par an. Ce n'est pas encore la démocratie pour tous, mais c'est un premier pas. Les électeurs choisissent des représentants qui, à leur tour, élisent les législateurs. Voilà comment, grâce à ce système un peu éloigné de nos standards actuels, Louis XVIII accède au trône et y reste jusqu'à sa mort en 1824. Son frère Charles X lui succède avec une idée bien arrêtée, rétablir la monarchie absolue. Et il ne perd pas de temps. Ses actions deviennent de plus en plus radicales, ses politiques de plus en plus réactionnaires. Et ce qui devait arriver arrive, ses décisions attisent les tensions, enflamment une partie du peuple, et les troubles politiques et sociaux se multiplient, menant tout droit à la révolution de 1830. Le 27 juillet, Paris s'enflamme. Les premiers troubles éclatent, et les jours suivants vont entrer dans l'histoire sous le nom des Trois Glorieuses. La répression tente de mater le mouvement, mais au contraire, les manifestations prennent de l'ampleur. Les barricades surgissent et les rues deviennent le théâtre d'affrontements violents entre les manifestants et les forces de l'ordre. Le 28 juillet, la situation s'intensifie encore. Les combats de rue deviennent plus féroces, renforcés par l'arrivée de soldats qui, au lieu de rétablir l'ordre, se joignent aux insurgés. La garde royale, débordée, ne parvient plus à contenir la révolte. Acculé, Charles X comprend que le vent tourne. Dans une tentative désespérée de sauver la monarchie, il abdique le 2 août 1830 en faveur de son petit-fils, le duc de Bordeaux. Mais cette ultime tentative ne trompe personne. Les révoltés ne veulent plus entendre parler de la monarchie absolue des Bourbons. L'insurrection continue de plus belle et la violence monte encore d'un cran. Finalement, après 3 jours de lutte acharnée, les Trois Glorieuses sonnent le glas de la monarchie des Bourbons. Mais tout n'est pas encore terminé. Un compromis commence à se dessiner. On adopte une nouvelle constitution et en 1830, Louis-Philippe d'Orléans, issu d'une branche cadette et plus modérée des Bourbons, est proclamé roi des Français. Une monarchie certes, mais plus proche du peuple et plus en phase avec les aspirations de l'époque, fondée sur la charte de 1830, qui semble prometteuse, mais malgré tout, qui reste fragile.
Progressivement, elle se fissure sous la pression des républicains et de la classe ouvrière soutenue par les élites économiques. Les tensions montent et en février 1848, elles atteignent leur point de rupture. La révolution de février éclate, alimentée par les troubles sociaux et politiques qui secouent la France. Louis-Philippe d'Orléans, incapable de contenir la contestation populaire, abdique le 24 février 1848. Il n'a plus d'autre choix que de s'exiler en Angleterre, où il finira ses jours loin du trône qu'il a perdu. Le même jour, la Deuxième République est proclamée, marquant le début d'une nouvelle ère politique pour la France. L'une des premières décisions de la Deuxième République est l'instauration du suffrage universel masculin. Désormais, tous les hommes de plus de 21 ans peuvent voter, élargissant considérablement la base électorale et donne une voix à une plus grande partie de la population. En décembre 1848, 10 mois à peine après la proclamation de la République, Louis-Napoléon Bonaparte devient président porté par ce tout nouveau suffrage universel masculin. Mais la République ne va pas durer. Le 2 décembre 1851, Louis-Napoléon orchestre un coup d'État qui met fin à cette courte expérience républicaine. Un an plus tard, jour pour jour, il se couronne empereur sous le nom de Napoléon III, transformant la Deuxième République en Second Empire, un régime qui durera bien plus longtemps. Cette nouvelle monarchie impériale, héréditaire cette fois, marque une nette rupture avec les idéaux démocratiques de 1848. Certes, quelques réformes économiques et sociales voient le jour, comme le droit de grève en 1864, mais elles sont vite éclipsées par une concentration du pouvoir de plus en plus autoritaire et personnelle. La politique de Napoléon III suit deux grandes lignes. D'un côté, une modernisation économique et sociale du pays. De l'autre, une soif d'expansion impériale à l'étranger. À l'intérieur du pays, l'économie se porte bien avec un développement industriel sans précédent. Paris, en particulier, se transforme sous la houlette du préfet Haussmann. De vastes travaux de rénovation urbaine sont entrepris, changeant à jamais le visage de la capitale avec ses larges avenues, ses parcs et ses bâtiments si caractéristiques. Mais pendant que la ville se métamorphose, Napoléon III, lui, rêve d'étendre l'influence de la France bien au-delà de ses frontières. Pour cela, il n'hésite pas à plonger le pays dans des conflits militaires. Il y a la guerre de Crimée, bien sûr, mais surtout la guerre franco-prussienne de 1870, une guerre qui va lui coûter cher, très cher. En septembre 1870, les troupes prussiennes assiègent Paris. La ville est mise à genoux sous la famine et les bombardements. Les Parisiens s'épuisent, s'affament mois après mois. Et le 4 septembre 1870, tout bascule. Après la défaite de Napoléon III et sa capture à Sedan, Léon Gambetta et d'autres républicains se réunissent à l'hôtel de ville de Paris. C'est là qu'ils proclament la Troisième République, tirant un trait sur l'Empire, ouvrant alors une nouvelle page pour la France. Cette nouvelle République s'organise autour d'un système parlementaire. La Chambre des députés et le Sénat prennent les commandes, votent les lois, contrôle le gouvernement. Et le président de la République, eh bien, il est là, mais son rôle est avant tout cérémonial, représentatif, rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Ses pouvoirs exécutifs sont limités, voire même très limités. C'est le Premier ministre et son gouvernement qui détiennent le vrai pouvoir, responsable devant le Parlement. Le président, lui, se contente d'exécuter ce que le Parlement décide. Il aura donc fallu attendre 81 ans après la Révolution pour que la République s'impose enfin définitivement en France. Une République qui, sous différentes constitutions, perdure jusqu'à nos jours. Le gouvernement provisoire de la défense nationale se forme en urgence pour continuer la guerre contre la Prusse et tenter de maintenir l'État à flot. Gambetta, toujours plein de ressources, est nommé ministre de l'Intérieur. Il quitte Paris en octobre en ballon, direction la province pour organiser la résistance. Le 28 janvier 1871, Jules Favre, ministre des Affaires étrangères, signe un armistice avec l'Empire allemand. Les combats autour de Paris cessent, mais à quel prix ? Pendant cette période de transition, une nouvelle Assemblée nationale est élue, à majorité monarchiste s'il vous plaît. Pas vraiment ce que Gambetta espérait. D'ailleurs, Gambetta, farouchement opposé à cette capitulation, ne peut pas rester. Il démissionne du gouvernement le 6 février 1871, juste
après la signature de l'armistice. Pas question pour lui d'accepter cette décision. Quelques jours plus tard, le 17 février 1871, Adolphe Thiers est élu chef du pouvoir exécutif par cette nouvelle assemblée. Les temps changent, les figures aussi. Adolphe Thiers, ancien orléaniste converti à la République par pragmatisme, incarne le compromis dans un paysage politique profondément divisé. Mais les compromis, ça ne suffit pas toujours. Le 18 mars 1871, la tension monte d'un cran et c'est l'explosion. Une insurrection ouvrière éclate dans la capitale, donnant naissance à la Commune de Paris. Pendant ce temps, le 10 mai 1871, le traité de Francfort est signé et il n'est pas tendre avec la France. L'Alsace et une partie de la Lorraine sont cédées à l'Allemagne et des indemnités de guerre massives sont imposées. Pas facile à digérer pour un pays déjà à genoux. Thiers, retranché à Versailles, ne perd pas de temps. Il organise une répression brutale contre la Commune de Paris. Les forces gouvernementales entrent dans Paris et la suite est l'une des pages les plus sombres de notre histoire, la semaine sanglante. Une semaine de combats féroces où les rues de Paris se teintent de rouge, mettant fin à la Commune de manière aussi violente qu'impitoyable. En août 1871, Adolphe Thiers devient officiellement le premier président de la Troisième République. Mais attention, rien n'est gravé dans le marbre. En 1873, tout bascule pour lui. Thiers perd le soutien de l'Assemblée nationale et un vote de défiance le pousse à la démission. Derrière ce coup d'État, les monarchistes bien décidés à mettre quelqu'un à la tête de l'État aligné avec leurs idées. C'est dans ce contexte que les lois constitutionnelles de 1875 sont mises en place. Elles fixent les règles pour l'élection du président de la République. Et ce n'est pas un petit détail. Le président sera désormais élu par l'Assemblée nationale, elle-même composée des deux chambres, la Chambre des députés et le Sénat, réunis en congrès à Versailles. On sent déjà que l'équilibre du pouvoir est en train de se dessiner et que la République prend des contours plus précis. C'est suite à ces bouleversements que le 24 mai 1873, Patrice de Mac-Mahon, maréchal de France s'il vous plaît, prend la relève. Monarchiste convaincu et conservateur assumé, il se met en tête de moderniser l'État. Et il ne chôme pas avec des avancées notables dans l'éducation et la justice. Mais Mac-Mahon ne s'arrête pas là. Il se lance aussi dans une mission plus ambitieuse, rétablir l'ordre moral et, pourquoi pas, restaurer la monarchie. Seulement voilà, ces tentatives se heurtent à un obstacle de taille, les divisions internes au sein de son propre mouvement monarchiste. La restauration de la monarchie ne verra jamais plus le jour. Mais les efforts de Mac-Mahon ne sont pas sans conséquences. Ils provoquent des tensions politiques et sociales, notamment autour de la question brûlante de la séparation de l'Église et de l'État, un sujet déjà bien débattu à l'époque. En janvier 1879, la situation change radicalement pour Mac-Mahon. Face à une majorité républicaine au Sénat et aux chambres, il se voit contraint de démissionner. Le 30 janvier 1879, Jules Grévy devient le premier républicain modéré à accéder à la présidence. Ancien président de la Chambre des députés, il est soutenu massivement par les républicains. Grévy marque son mandat en instaurant le 14 juillet comme fête nationale et en adoptant la Marseillaise comme hymne national. Il ramène également les deux chambres à Paris, renforçant le cœur politique du pays. Et il officialise le palais de l'Élysée comme résidence du président de la République, un puissant symbole. Mais malgré ces actions, son mandat ne se termine pas en toute beauté. Le 2 décembre 1887, il démissionne, emporté par les scandales des décorations, une affaire qui éclabousse son gendre et jette une ombre sur sa présidence. C'est alors que Sadi Carnot, un autre républicain modéré, prend la relève. L'économie se porte bien, la France connaît une période de prospérité, mais les tensions politiques ne tardent pas à le rattraper. L'émergence de mouvements anarchistes secoue le pays, avec des conséquences qui lui seront fatales. En mai 1889, Sadi Carnot marque les esprits en inaugurant l'exposition universelle de Paris. Et bien sûr connu pour avoir dévoilé à tout le monde la fameuse Tour Eiffel, qui était alors le plus grand monument au monde, devenant en même temps un symbole de cette époque de progrès et de modernité. Mais son mandat se termine de manière tragique.
Le 24 juin 1894, il est assassiné par l'anarchiste italien Geronimo Caserio, farouchement opposé aux institutions républicaines et au pouvoir en place. Un coup dur pour la République. 3 jours plus tard, le 27 juin 1894, Jean-Casimir Perier, un autre républicain modéré, prend les rênes de la présidence. Mais son mandat sera à la fois très agité et de courte durée. En effet, il doit faire face à une série de troubles sociaux et de scandales politiques, notamment des affaires de corruption qui ternissent son image. De plus, son appartenance à la haute bourgeoisie lui vaut une forte hostilité politique et des critiques constantes, limitant considérablement sa capacité à gouverner efficacement. Déçu, amer, Jean-Casimir Perier jette l'éponge. Le 16 janvier 1895, après seulement 6 mois de mandat, il démissionne, laissant son nom dans l'histoire comme celui du président au mandat le plus court de la République française. Le lendemain, le 17 janvier 1895, Félix Faure prend la relève. Opportuniste et progressiste, ce républicain du centre-droit s'installe à l'Élysée avec des ambitions bien affirmées. Il se lance dans la poursuite des avancées coloniales, initiées par Jules Grévy et renforcées sous Sadi Carnot, le tout sous l'impulsion de Jules Ferry. L'expansion de l'empire colonial est au cœur de sa politique et il compte bien faire avancer la France sur ce terrain. Mais ce qui marque vraiment sa présidence, c'est l'affaire Dreyfus. C'est à lui qu'Émile Zola adresse le 13 janvier 1898 sa célèbre lettre ouverte « J'accuse », qui secoue et met la France en ébullition. La fin de sa présidence est, disons-le, un peu rocambolesque. Le 16 février 1899, Félix Faure meurt subitement d'une attaque cérébrale au palais de l'Élysée en compagnie de sa maîtresse, Marguerite Stenel. Les rumeurs vont bon train, insinuant qu'il était en pleine discussion amoureuse, si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, à l'époque, ils avaient bien compris. Cette fin cocasse devient le sujet préféré des médias qui multiplient les blagues et les spéculations. Il est remplacé par Émile Loubet, républicain progressiste, le 18 février 1899. Déterminé à poursuivre les réformes sociales tout en s'efforçant de maintenir la paix en Europe, malgré un climat international de plus en plus tendu, avec lui, la France se concentre sur l'amélioration des conditions économiques et sociales des Français. Mais il ne s'arrête pas là. Avec le soutien d'une majorité radicale et socialiste au Parlement, il fait voter la loi sur la séparation des églises et de l'État, promulguée le 9 décembre 1905, instaurant la laïcité, un pilier de l'identité française. Loubet frappe l'histoire en devenant le premier président de la Troisième République à terminer son mandat sans démissionner. Sage, il choisit pourtant de ne pas se représenter, préférant passer le flambeau après un mandat bien rempli. Sa relève est assurée par Armand Fallières le 17 janvier 1906. Républicain radical, ancré au centre-gauche, il se met rapidement au travail pour initier de nouvelles réformes économiques et sociales. Il milite pour améliorer les conditions de travail et promouvoir une éducation publique accessible à tous. Il se distingue aussi par son opposition farouche à la peine de mort. Chaque fois qu'un condamné à mort se présente, il accorde sa grâce. Il propose même une loi pour l'abolir. Sous sa présidence et avec Clémenceau au gouvernement, les forces de police sont modernisées. C'est d'ailleurs à cette époque que sont créées les célèbres brigades du Tigre, symbole d'une police plus efficace et mieux organisée. Mais il n'a pas seulement à gérer les affaires intérieures, il doit aussi faire face à des tensions qui montent en flèche en Europe, préfigurant les terribles événements de la Première Guerre mondiale. Malgré ce climat de plus en plus menaçant, l'État français continue de se moderniser, consolidant ses valeurs républicaines. À la fin de son mandat, le 18 février 1913, Fallières choisit de se retirer de la vie politique. Le 17 janvier 1913, Raymond Poincaré devient le 9e président de la République française. Issu de l'Alliance démocratique républicaine, un parti de centre-droit, il se distingue par son fort nationalisme et son opposition déterminée à l'Allemagne. Il incarne la fermeté alors que les tensions en Europe montent. En juillet 1914,
Après l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand, la crise éclate. Poincaré est en première ligne et soutient sans hésitation la mobilisation française. Le 3 août 1914, la France entre en guerre contre l'Allemagne. Tout au long de la Première Guerre mondiale, il collabore étroitement avec les Alliés, jouant un rôle central dans la stratégie militaire et diplomatique. Le 11 novembre 1918, l'armistice est signé, mettant fin à la guerre. Le 18 février 1920, après avoir guidé la France à travers l'une des périodes les plus critiques de son histoire, Poincaré choisit de ne pas se représenter. Alexandre Millerand prend alors la relève le 23 septembre 1920. Ancien socialiste devenu conservateur, il arrive à un moment où la présidence prend de l'ampleur, poussée par les crises politiques et l'instabilité parlementaire. En théorie, la constitution de la Troisième République limite le pouvoir du président. Mais en pratique, c'est une autre histoire. Le Parlement, incapable de former des majorités solides, laisse un vide que Millerand doit combler. Il se retrouve à la tête d'un pays divisé où les fractures idéologiques issues de la guerre menacent la stabilité. Son mandat devient une lutte constante contre des défis économiques, sociaux et politiques. Malgré ses efforts, la tâche est énorme. Finalement, le 11 juin 1924, après la victoire de la gauche aux élections, Millerand est forcé de démissionner. L'expérience de Millerand montre que la présidence sous la Troisième République est plus complexe qu'on ne l'imagine. Elle marquera les débats futurs sur l'équilibre des pouvoirs et guidera les choix constitutionnels du pays. C'est dans un climat agité que Gaston Doumergue est élu président le 13 juin 1924. Affilié au Parti radical de gauche, c'est un homme modéré. Sa priorité, stabiliser l'économie, encore fragile, et réaffirmer l'autorité de l'État pour reconstruire la nation après les traumatismes de la guerre. Le 5 juillet 1924, il déclare ouverts les 8e Jeux olympiques à Paris, en pleine agitation des années folles. Mais son mandat n'est pas simple. Il doit naviguer entre l'instabilité ministérielle et les difficultés financières. Pour redresser la situation, il prend une décision courageuse, une forte dévaluation qui ramène le franc à sa juste valeur. Cette décision, combinée à une politique néolibérale, lance une période de prospérité économique en France. Le 13 juin 1931, à 67 ans, Doumergue termine son mandat présidentiel. Il choisit alors de se retirer de la vie politique. Le même jour, Paul Doumer, également affilié au Parti radical de gauche, lui succède. Son mandat, bien que court, à peine 10 mois, est marqué par la volonté de réformer le pays. Bien qu'il soit de gauche, Doumer reste ferme sur une chose, l'empire colonial français. Il y est si attaché qu'il n'envisage aucune réforme qui, selon lui, pourrait affaiblir l'influence française dans le monde. Mais le destin de Doumer prend une tournure tragique. Le 6 mai 1932, à 2 jours seulement du second tour des élections législatives, il est assassiné par Paul Gourgoulev, un immigré russe. Après l'attentat, Gourgoulev est arrêté, jugé rapidement, puis guillotiné peu de temps après. Albert Lebrun lui succède le 10 mai 1932. Membre de l'Alliance démocratique républicaine, un parti de centre-droit, il prend ses fonctions dans une période particulièrement troublée. L'Europe est en pleine ébullition, avec la montée des régimes totalitaires et des tensions qui s'intensifient chaque jour. Il doit alors naviguer dans un paysage politique instable où les dissensions internes menacent l'unité nationale, tandis que la menace allemande se fait de plus en plus pressante. Lors des élections de 1936, il doit malgré une certaine réticence nommer Léon Blum, chef du Front populaire, à la tête du gouvernement le 5 avril 1939. En pleine tourmente, il est réélu pour un second mandat. Secouée par des crises majeures, la France montre à quel point la fonction présidentielle devient essentielle dans les moments les plus critiques de son histoire. En juin 1940, c'est le choc. La France est envahie par les forces nazies, commençant l'une des périodes les plus sombres de son histoire. Le 10 juillet, dans un climat de profonde crise, le Parlement vote les pleins pouvoirs à Philippe Pétain. Ce vote se déroule sous la pression de l'occupation partielle du territoire par les forces allemandes.
Contrairement aux pratiques habituelles de la Troisième République, où les élections présidentielles se font à bulletin secret, ce vote est effectué de manière nominale. Chaque parlementaire doit rendre public son vote, soulevant la question des pressions potentielles qu'il pourrait subir. Pendant 4 longues années, la France subit le joug du régime de Vichy, collaborant avec l'occupant nazi. Mais de l'autre côté de l'Atlantique, la résistance s'organise, menée par un certain Charles de Gaulle. En juin 1944, un souffle d'espoir balaie le pays avec le débarquement des forces alliées en Normandie lors de l'opération Overlord. C'est le début de la reconquête du territoire français. Les forces françaises libres, sous le commandement du général de Gaulle, participent selon leurs moyens à cet effort de libération. Et en août 1944, Paris est enfin libéré, symbolisant la renaissance de la République après 4 ans d'occupation et de collaboration. La lumière revient après l'obscurité. Dès le 3 juin 1944, bien avant la libération de Paris, un gouvernement provisoire de la République française voit le jour. Il succède au Comité français de libération nationale, toujours sous la direction du général de Gaulle. Sa mission est claire, administrer le pays, rétablir la démocratie et préparer la France à un avenir stable. Ce gouvernement provisoire se consacre à la reconstruction en travaillant à rétablir l'autorité des institutions républicaines après des années de chaos. Le 27 octobre 1946 marque un tournant. La 4e République est officiellement instaurée suite au référendum du 13 octobre. Cette nouvelle constitution a pour objectif de résoudre les problèmes qui ont fait vaciller la Troisième République, notamment son instabilité chronique. Mais malgré de bonnes intentions, les changements restent minimes, voire parfois contre-productifs. Sous la 4e République, les pouvoirs du président sont encore plus limités, pour ainsi dire proches de zéro. Le Parlement, quant à lui, continue de détenir la grande partie du pouvoir, aggravant un déséquilibre institutionnel bien identifié. Cette structure, au lieu de stabiliser le pays, amplifie l'instabilité gouvernementale et les gouvernements s'enchaînent les uns après les autres. En fin de compte, on peut se demander pourquoi cette 4e République a vu le jour. Non seulement elle reproduit, mais elle aggrave aussi les défauts de la 3e République sans apporter les solutions tant attendues aux problèmes qu'elle devait résoudre. Cette réalité historique souligne l'échec de la 4e République. Au final, cette tentative de réforme constitutionnelle ne durera que 12 ans. Tant pis pour la stabilité. Vincent Auriel est élu le 16 janvier 1947, devenant ainsi le premier président de cette 4e République choisi par le Congrès des 2 chambres parlementaires. Membre du Parti socialiste de la section française de l'Internationale ouvrière, Auriol incarne les valeurs de gauche dans un pays en pleine reconstruction après la guerre. Les défis qui l'attendent sont immenses. Relancer une économie en ruine, gérer la décolonisation et faire face aux tensions de la guerre d'Indochine. Mais il doit aussi naviguer avec précaution entre les pressions des mouvements indépendantistes, les intérêts coloniaux français et les courants glacés de la guerre froide. Après 7 ans à la tête de l'État, Auriol choisit de ne pas se représenter en 1954, préférant se retirer de la vie politique. Il est remplacé le 23 décembre 1953 par René Coty de la droite modérée et du catholicisme social. Son mandat sera un véritable calvaire. Il se retrouve en pleine crise institutionnelle, amplifiée par les tensions liées à la guerre d'Algérie et par l'instabilité chronique de la 4e République. L'impasse politique devient insoutenable. René Coty, dont les positions sur l'Algérie se rapprochent de celles du général de Gaulle, prend alors une décision historique. En 1958, il appelle le général à réformer un gouvernement. De Gaulle accepte, mais à une seule condition, pouvoir faire voter une nouvelle constitution. Pour la première fois dans l'histoire de France, une constitution est adoptée par référendum au suffrage universel en 1958, celle que nous connaissons aujourd'hui. Et là, tout change car elle renforce considérablement le pouvoir du président de la République. Désormais, c'est lui qui nomme le Premier ministre, peut dissoudre l'Assemblée nationale et dirige le Conseil des ministres.
Il a aussi le droit de recourir au référendum, un outil puissant qui lui permet de s'adresser directement au peuple. En cas de crise grave, il peut déclencher l'article 16 lui accordant des pouvoirs exceptionnels pour gérer la situation. Ce renforcement de l'exécutif s'accompagne naturellement d'une réduction du rôle du Parlement. L'introduction de l'article 49.3 en est un exemple frappant. Il permet au gouvernement de faire passer un texte sans vote, réduisant encore davantage l'influence du Parlement. Le 8 janvier 1959, Charles de Gaulle devient le premier président de la Ve République élu par un collège électoral. En 1965, de Gaulle est réélu, cette fois par le suffrage universel direct. Il n'a alors qu'un objectif, redonner à la France sa grandeur. Son style volontariste presque autoritaire tranche nettement avec les hésitations des décennies passées. Il n'hésite pas à lancer de grandes réformes pour moderniser le pays, que ce soit à travers la construction européenne ou le développement de la puissance nucléaire. Mais son approche n'est pas sans créer des vagues. Ses décisions, souvent audacieuses, suscitent des oppositions et provoquent des tensions internes. En mai 1968, la France est secouée par une crise sociale et politique d'une ampleur inédite. Les rues s'embrasent, les étudiants et les ouvriers se mobilisent et le pays semble au bord du chaos. Face à cette situation, le général de Gaulle se retrouve déstabilisé. Un an plus tard, en avril 1969, il tente de reprendre la main avec un référendum sur la régionalisation et la réforme du Sénat. Mais il le perd. Quelques jours après ce revers, il annonce sa démission, tirant sa révérence après avoir marqué pour toujours l'histoire de France. Georges Pompidou prend la relève le 20 juin 1969. Issu du centre droit, il adopte une politique économique volontariste et s'attelle à moderniser les infrastructures du pays. Avec lui, des avancées majeures voient le jour, notamment dans l'éducation et la culture. Le centre Pompidou, à Paris, en est un symbole, bien que son architecture avant-gardiste suscite des débats enflammés. Pompidou se distingue aussi par son soutien sans faille à l'expansion industrielle et son engagement pour la technologie et l'innovation. Sous son impulsion, le gouvernement lance un vaste programme de développement du parc nucléaire français. Cette initiative vise à garantir l'indépendance énergétique du pays et à renforcer sa compétitivité sur la scène internationale. Mais le mandat de Pompidou est tragiquement écourté. Le 2 avril 1974, après une longue maladie, il décède, laissant derrière lui un héritage important. Valéry Giscard d'Estaing est élu chef de l'État le 19 mai 1974. Dès le début de son mandat, il marque les esprits en abaissant l'âge du droit de vote à 18 ans, une réforme qu'il met aussitôt en place, et ça dès le 5 juillet 1974. Avec Giscard d'Estaing, la France entame une série de réformes pour libéraliser l'économie et moderniser le pays. Affilié au centre droit, il n'hésite pas à adopter des réformes progressistes comme la célèbre loi portée par Simone Veil qui légalise l'avortement en 1975 et le regroupement familial pour les travailleurs étrangers. Mais son septennat est entaché par le scandale des diamants de Bokassa qui ébranle sérieusement sa crédibilité et ternit son image publique. La crise économique mondiale des années 1970, alimentée par les chocs pétroliers, vient compliquer les choses. Face à cette crise, ses politiques deviennent de moins en moins efficaces, mettant son administration en difficulté. Le 10 mai 1981, Valéry Giscard d'Estaing cède sa place, battu par François Mitterrand, qui parvient à rassembler la gauche autour de lui, devenant ainsi le premier président de gauche de la Ve République. Les 2 premières années de son septennat sont orientées par des réformes sociales et sociétales d'envergure. La semaine de travail est réduite à 39 heures, de nombreuses industries sont nationalisées et le 9 octobre 1981, la peine de mort est abolie contre la majorité des Français. Les politiques initiées de Mitterrand, loin de relancer l'économie, aggravent la situation. Face à la perte de compétitivité du pays, Mitterrand se voit contraint de changer de cap. En 1983, il adopte une politique plus centriste, connue sous le nom de tournant de la rigueur, s'éloignant de son programme socialiste pour stabiliser l'économie.
Mitterrand est également connu pour avoir été le premier président de la République à vivre une cohabitation entre 1986 et 1988 avec un gouvernement de droite. Cette situation inédite met à l'épreuve son leadership et sa capacité à naviguer dans la contestation. Cela ne l'empêche pas d'être réélu le 8 mai 1988, entamant un second mandat. Mais ce nouveau chapitre n'est pas non plus de tout repos. Une nouvelle cohabitation l'attend de 1993 à 1995, rendant sa présidence encore plus complexe. Son mandat est également marqué par des controverses personnelles et politiques. La dissimulation de sa maladie, l'affaire de sa fille cachée et ses liens passés avec le maréchal Pétain pour avoir reçu la francisque de ses mains ternissent son image. Les critiques s'intensifient lorsqu'on rappelle qu'il a maintenu des liens d'amitié avec René Bousquet, ancien secrétaire général de la police sous Vichy, impliqué dans des crimes contre l'humanité. Sur la scène internationale, Mitterrand joue un rôle important. Il est l'un des artisans majeurs de l'intégration européenne, notamment avec le traité de Maastricht, qui pose les bases de l'Union européenne telle qu'on la connaît aujourd'hui. Le 17 mai 1995, il quitte l'Élysée, affaibli par la maladie après 2 septennats. Jacques Chirac est élu président de la République française le 7 mai 1995. Fondateur du Rassemblement pour la République, un parti de centre-droit gaulliste, il se retrouve rapidement confronté à une période de cohabitation avec un gouvernement socialiste de 1997 à 2002. Durant cette cohabitation, plusieurs réformes majeures voient le jour. Parmi elles, la loi sur les 35 heures, portée par la gauche sous l'impulsion de Martine Aubry. Bien qu'adoptée sous son mandat, elle reste l'une des plus controversées et le débat sur son efficacité continue encore aujourd'hui. En 1999, il fait adopter le Pacs, une avancée importante pour les droits des couples non mariés. En 2000, Chirac réduit la durée du mandat présidentiel en instaurant le quinquennat à la place du traditionnel septennat. Et en 2001, il met un terme au service militaire obligatoire, constituant un tournant dans la politique de défense française. Le 5 mai 2002, Chirac est réélu pour un second mandat de 5 ans, cette fois-ci dans un contexte surprenant. Il l'emporte facilement face à Jean-Marie Le Pen, le candidat du Front National qui avait réussi à se qualifier au second tour, reléguant le socialiste Lionel Jospin à la 3e place. Un véritable choc pour la gauche française. La présidence de Jacques Chirac n'est pas exempte de zones d'ombre. Elle est entachée par des scandales de corruption qui le poursuivent longtemps après son départ de la mairie de Paris. Il est accusé d'avoir été impliqué dans des affaires de détournement de fonds publics et de financement illégal de partis politiques. En 2011, ce passé rattrape Chirac. Il est condamné à 2 ans de prison avec sursis pour détournement de fonds publics et abus de confiance. C'est une première dans l'histoire de la République française qu'un ancien président soit ainsi condamné. Il reste célèbre pour son opposition ferme à l'invasion de l'Irak en 2003, une position qui lui vaut le respect de nombreux membres de la communauté internationale. Il gouverne avec prudence, préférant la stabilité aux réformes courageuses, le conduisant à renoncer à plusieurs de ses promesses, notamment en matière de chômage, d'immigration et de réformes économiques. Il quitte le pays à la fin de son second quinquennat, le 16 mai 2007, laissant derrière lui un pays en quête de renouveau. Ce renouveau, c'est Nicolas Sarkozy qui promet de l'apporter. Élu à la tête de l'État le 6 mai 2007, il se lance avec une promesse audacieuse, rompre avec le passé et insuffler une nouvelle dynamique à la France. Affilié à l'Union pour un mouvement populaire, un parti de centre-droite, Nicolas Sarkozy se lance dans une série de réformes économiques et sociales ambitieuses, mais aussi très controversées. Parmi celles-ci, la réforme des retraites, qui suscite une vive opposition, et l'introduction du concept d'immigration choisie, destiné à favoriser l'arrivée des travailleurs qualifiés, tout en restreignant l'immigration familiale. Comme beaucoup avant lui, Sarkozy n'a pas tenu toutes ses promesses électorales. Malgré quelques réformes difficiles, il a souvent reculé face aux grèves et aux protestations.
révélant parfois un manque de courage politique pour aller jusqu'au bout. Malgré les turbulences, Sarkozy joue un rôle clé en Europe. En 2007, il pousse pour le traité de Lisbonne, crucial pour l'Union européenne. Ce traité, ratifié en 2008, avait pourtant été rejeté par les Français lors du référendum de 2005, ajoutant une dimension controversée à son adoption. Cette décision de ratifier le traité de Lisbonne, vue par beaucoup comme un abus de pouvoir, marque un tournant. Pour de nombreux Français, c'est le début d'une méfiance croissante envers leurs dirigeants. Ce sera d'ailleurs le dernier référendum accordé au peuple français. Les conséquences ne tardent pas à se faire sentir. L'image de Sarkozy se détériore rapidement. Le chômage reste élevé, l'économie stagne et plusieurs scandales ternissent son mandat. Le plus notable, l'affaire Bettencourt, avec ses accusations de financement illégal de campagne, plonge sa présidence dans la tourmente et accentue encore sa chute de popularité. Mais les ennuis judiciaires de Sarkozy ne s'arrêtent pas là. En 2021, il est condamné à 3 ans de prison, dont 1 an ferme, pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire des écoutes. Et ce n'est pas tout, il est aussi impliqué dans l'affaire Big Malion, liée au financement illégal de sa campagne de 2012, pour laquelle il reçoit une nouvelle condamnation d'1 an de prison. Sarkozy clame toujours son innocence et ses jugements font l'objet d'appels au moment où je tourne cette vidéo. Quoi qu'il en soit, ces affaires ont laissé des traces indélébiles sur sa carrière politique et il subit une défaite amère lors de l'élection de mai 2007. François Hollande prend la relève le 6 mai 2012 avec une campagne axée sur le changement. Dès le départ, il s'oppose frontalement à la finance, déclarant au Bourget « Mon ennemi, c'est la finance ». Sous sa présidence, il initie des réformes marquantes comme le mariage pour tous et la loi Macron qui déclenche de vifs débats à travers le pays. Son quinquennat est marqué du sceau de la tragédie avec une série d'attaques terroristes qui secouent la France. En janvier 2015, l'attentat contre Charlie Hebdo provoque une onde de choc suivie en novembre par les attentats de Paris qui plongent la nation dans l'effroi. Ses promesses de réduire les inégalités et de renforcer l'économie se heurtent rapidement, tout comme pour Mitterrand, rattrapé par la réalité économique, il doit se réorienter vers une politique social-démocrate, créant de profondes divisions au sein de son propre parti. Sa popularité chute rapidement au fil de son mandat, alimentée par la perception d'une gestion inefficace de l'économie et aggravée par les crises migratoires et sécuritaires. Son électorat se détourne de plus en plus de lui et ses frasques conjugales, qui prêtent souvent à rire, n'arrangent rien. La sortie du livre Merci pour ce moment, écrit par son ex-compagne Valérie Trierweiler, enfonce encore un peu plus le clou, mettant sa vie privée en pleine lumière. Face à une cote de popularité au plus bas et à des divisions internes croissantes, notamment avec les frondeurs de son propre camp, il prend une décision inédite. Il choisit de ne pas se représenter pour un second mandat en 2017. Emmanuel Macron lui succède le 7 mai 2017, porté par un programme ambitieux visant à casser le traditionnel clivage gauche-droite. Pour cela, il crée son propre parti, La République en marche, et se lance dans une série de réformes qui ne passent pas inaperçues. Parmi ces réformes, celle du marché du travail et des retraites suscite de vives protestations et déclenche des grèves massives à travers le pays. En parallèle, il supprime l'impôt sur la fortune et réduit les impôts sur les entreprises, des mesures qui font grincer des dents la gauche. Mais les défis ne s'arrêtent pas là. Macron se retrouve rapidement confronté à des crises majeures, notamment les manifestations des Gilets jaunes déclenchées par une hausse des taxes sur les carburants. Ce mouvement, inattendu et d'une ampleur inédite, devient un symbole de la colère sociale et de la défiance envers son gouvernement. Sa présidence est également secouée par la crise sanitaire du Covid-19 qui chamboule non seulement la France, mais aussi le monde entier. Il faut dire que sa gestion de la crise du Covid-19 a été contestée, tout comme certaines de ses mesures économiques. Face à la pandémie, il a dû prendre des décisions d'urgence pour maintenir l'économie et protéger les emplois. Mais ces décisions ont laissé un goût amer pour certains.
la dette ayant explosé, renforçant ainsi le clivage entre la gauche et la droite. Sur la scène internationale, Macron s'affirme comme un leader pro-européen, cherchant à renforcer le rôle de la France au sein de l'Union européenne et sur la scène mondiale. Pour gouverner, il n'hésite pas à prendre des positions clivantes sur des sujets comme le changement climatique ou les politiques migratoires. En 2022, Macron est réélu pour un second mandat consécutif. Mais cette victoire est davantage due à un rejet du Rassemblement national qu'à une forte adhésion à son programme. Son second mandat commence sous le signe de la fragilité. Il n'obtient qu'une majorité relative au Parlement, le contraignant à recourir fréquemment à l'article 49.3 pour faire passer ses réformes. Et ça ne fait qu'attiser les tensions, notamment lors de l'adoption de la très controversée réforme des retraites qui repousse l'âge légal de départ de 62 à 64 ans. Finalement, sa politique centriste, le fameux « en même temps », a probablement fracturé le pays comme jamais auparavant. Paradoxalement, en croyant rassembler, il a laissé les partis traditionnels en ruine, renforçant ainsi les deux extrêmes, à droite comme à gauche, un véritable cas d'école pour les futurs historiens et politiques. À très vite!